Alors si les avions font de superbes sujets photographiques, ils ne sont pas pour autant faciles à prendre en photo. D'ailleurs, si vous débutez la photographie, j'aurais plutôt tendance à vous déconseiller de commencer par la photographie aéronautique. Et je vous conseillerais plutôt d'abord de vous former un petit peu sur les bases de la photographie. Alors dans ce podcast, on va voir ensemble comment prendre des photos d'avions, en passant en revue du coup les réglages, où est-ce qu'on peut trouver des avions, comment bien se préparer et le matériel. Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous allez pouvoir retrouver l'article sur le même sujet beaucoup plus complet, vraiment là beaucoup plus complet, j'ai vraiment fait un gros article sur ce sujet. Et sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez aussi accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie, donc je vous invite à y aller, à vous y rendre et à vous inscrire si ça vous intéresse comme sujet. Alors d'abord, où trouver des avions à photographier? Donc principalement évidemment à l'aéroport. Si vous prenez l'avion assez souvent pour le travail ou le plaisir, vous pouvez facilement faire quelques photos pendant les moments d'attente qui, on le sait, sont très fréquents quand on est à l'aéroport. Vous pouvez notamment prendre des photos intéressantes des rampes et de tous les véhicules de service qui vont tourner un petit peu autour des avions. Vous pouvez également obtenir des photos de décollage et d'atterrissage depuis certains aéroports. Dans les grands aéroports, il peut même y avoir des zones dédiées à l'observation des avions. Et d'ailleurs, les petits aéroports sont aussi des lieux intéressants. Parce que plus l'aéroport est petit, plus vous avez de chances d'être proche de l'action et d'avoir finalement de jolies photos, ou des photos en tout cas intéressantes, où l'avion remplit bien le cadre. Ensuite, on a tout ce qui est un petit peu événements comme les meetings et les rassemblements aériens et les salons de l'aéronautique. Ce sont sans doute les meilleurs endroits pour être au plus proche de l'action, que ce soit en vol ou au sol. Sur le site AirPassion, donc airpassion.fr, vous avez notamment une liste de meetings qui sont prévus pour l'année 2022, donc n'hésitez pas à y aller pour vous renseigner si ça vous intéresse. C'est des meetings qui se passent dans le monde entier, donc il y a aussi la France, mais il y a notamment le monde entier. Alors aussi, petite remarque, la majorité des avions dans les aéroports sont des avions commerciaux, donc standards, alors que dans les meetings aériens, il y a souvent plus de variétés d'avions inhabituels qu'on peut retrouver. Enfin, au niveau des lieux, on a aussi les musées. En effet, dans la même veine que du coup les meetings, mais de manière un peu plus posée, il y a aussi des musées qui existent, donc c'est les musées de l'aéronautique. Par exemple, moi je suis allé voir cet été le musée aéronautique d'Orange, donc c'est un petit musée, mais on peut être très proche des avions, et c'est tenu par un groupe de passionnés, et donc l'entrée elle coûte très peu cher, seulement 3 €, donc c'était vraiment très sympa. Et vous avez aussi, plus gros donc, vous avez l'Aéroscopia qui est vers Toulouse. Maintenant on va voir la méthode pour trouver des nids d'avions à photographier. Je vous conseille d'utiliser Google Maps, c'est gratuit, et de taper par exemple aéroport ou encore aérodrome, ou tout ce que vous voulez comme terme, dans la barre de recherche. Puis vous allez appuyer sur la touche entrée, et ensuite vous allez déplacer la carte, donc une carte sur le côté avec la souris, vous allez déplacer la carte, et vous allez mettre la carte où vous souhaitez faire vos recherches. Vous allez ensuite cliquer vers le haut sur rechercher dans cette zone, et donc à partir de là, l'ensemble des lieux que vous recherchez s'afficheront comme par magie sur la carte. Vous aurez ensuite juste à cliquer sur le lieu qui vous intéresse, puis à cliquer sur itinéraire pour obtenir le chemin du coup le plus court vers ce lieu. Pour trouver des avions, vous pouvez aussi vous servir de la communauté. Alors AvGeek, A-V-G-E-E-K, signifie Aviation Geek. Et cette expression, elle désigne une communauté de personnes dont le point commun est leur passion pour les avions, et tout ce qui gravite un petit peu autour. Vous pouvez trouver par exemple des groupes Facebook, des sites personnels ou des forums sur lesquels les AvGeeks peuvent vous conseiller sur le meilleur endroit autour d'un aéroport pour prendre des photos de décollage et d'atterrissage. Donc prendre des photos d'atterrissage et décollage, on appelle ça aussi faire du plane spotting dans le milieu. Et vous trouvez aussi sans doute plein d'autres conseils très intéressants pour faire vos photos. Maintenant, comment trouver des avions dans le ciel près de chez soi à photographier? Alors en allant sur le site flightradar24.com qui est très connu, donc flight c'est le mot anglais pour vol, ça s'écrit du coup F-L-I-G-H-T, radar, R-A-D-A-R, 24, donc le nombre 24, 2 et 4.com. Donc il y a aussi une application qui est disponible. Vous pouvez aussi aller sur radarbox.com, donc R-A-D-A-R-B-O-X. Donc c'est des radars gratuits en ligne, bon il y a quelques pubs qui se promènent un petit peu mais rien de trop gênant. Et ces radars du coup ils vont afficher en temps réel la localisation, le trajet et le type de tous les avions en plein vol actuellement. De cette manière, vous pourrez savoir s'il y a un sujet intéressant qui va passer près de chez vous, mais c'est aussi utile si vous zonez autour d'un aéroport et vous demandez quel type d'avion va arriver bientôt. Maintenant, on va voir comment bien se préparer pour réussir ces photos d'avion. Donc une règle d'or qui fonctionne très bien pour la plupart des types de photographies, mais qui est notamment très utile et voire obligatoire pour la photographie d'avion, c'est de venir préparer.
Pour la préparation, donc c'est pas exhaustif ni obligatoire ce que je vais dire, mais vous pouvez par exemple repérer les lieux en fonction de leur position par rapport au soleil. En général, on cherche un soleil de face ou de côté ou entre les deux, rarement de derrière. Vous pouvez aussi être attentif aux réglementations qui pourraient limiter vos possibilités sur le lieu du coup où vous voulez prendre les photos. Vous pouvez aussi repérer les meilleurs angles de prise de vue. Vous pouvez aussi en amont du coup définir vos attentes et vos objectifs, donc qu'est-ce que vous voulez photographier exactement. Vous pouvez aussi essayer d'obtenir des conseils de ceux qui étaient là avant vous, sur les sites dont on a parlé juste avant, avec la communauté, etc. Vous renseignez aussi sur les horaires d'atterrissage et de décollage de l'aéroport en question. Et enfin, vous renseignez sur la météo. Niveau matériel, vous pouvez prendre du coup votre matériel photo, donc j'y reviendrai juste après, de la crème solaire ou un chapeau pour les journées ensoleillées, de quoi manger et boire si la journée est longue, des vêtements adéquats, des chaussures confortables parce que vous allez beaucoup marcher, des jumelles, une radio scanner, un gilet réfléchissant pour la sécurité, votre chaise de camping pour le confort, des genouillères si vous vous agenouillez éventuellement sur le tarmac qui est très dur, et enfin une carte d'identité en cas de contrôle par la sécurité. Alors de quel matériel photo est-ce que j'ai besoin pour photographier les avions ? Alors dans le podcast, je vais essayer de faire assez court pour pas que ce soit trop long, trop chiant à suivre, et je vais donner du coup juste les grandes lignes, mais si vous voulez beaucoup plus de détails et d'informations, n'hésitez pas à aller sur mon article sur photomaniac.fr, j'ai beaucoup détaillé cette partie. Donc pour le boîtier, on cherche en général un boîtier à capteur APS-C qui ont la cote pour ce type de photo, grâce à leur facteur d'agrandissement, qui se situe en général entre x1,5 et x1,6, comparé du coup à un 24x36. Donc par exemple, concrètement, si vous avez un boîtier APS-C x 1,5 et que vous l'équipez d'un objectif de 300 mm, vous obtiendrez à la fin en fait un angle de champ équivalent à un 450 mm. Ce qui est bien aussi, c'est d'avoir un boîtier avec une fréquence de prise de vue élevée, donc en mode rafale en fait, avec au moins 7 images par seconde. Donc c'est aussi un atout important pour mitrailler les avions, qui sont du coup des scènes d'action où on mitraille très souvent comme pour les photos sportives. Au niveau de l'objectif, donc on préfère les objectifs zoom, dont la distance focale est variable, qui vont permettre du coup de zoomer et de dézoomer très rapidement et facilement pour pouvoir s'adapter très rapidement à la distance à laquelle on est de l'avion et pouvoir adapter du coup sa taille apparente dans le cadre. Alors maintenant pour la distance focale et le nombre d'objectifs. Donc il y a certains photographes qui aiment n'avoir qu'un seul objectif comme un zoom 100 mm 400 mm ou encore 80 mm 400 mm. Ce type d'objectif zoom et de téléobjectif, même de super téléobjectif, répondra à 90% de vos besoins en matière de photographie d'avion, que ce soit aussi bien en vol ou sur la piste. Si le budget est serré, un 70-300 mm fera l'affaire sur un boîtier à crop factor, et un objectif comme un 55-250 mm ou 80-200 mm peuvent déjà constituer un bon début. Si vous avez du coup un boîtier à crop factor, ça sera adéquat pour photographier les avions sur une piste depuis la clôture, tant que vous restez relativement proche. Donc avec des distances focales aussi élevées, la moindre secousse produit du flou de bouger, donc un stabilisateur d'image intégré à l'objectif ou au boîtier sera vital. Alors le problème du coup avec les super téléobjectifs dont je parlais juste avant, donc avec de très longues distances focales, c'est qu'ils sont difficiles à utiliser, le moindre mouvement du coup produit du flou de bouger, ils sont très chers et aussi très lourds. Et donc il y a certains photographes qui dégainent même rarement finalement leur objectif long et préfèrent plutôt utiliser des zooms plus courts comme un 18-135 mm pour la plupart de leurs photos. On a par exemple l'objectif Canon EF 24-105 mm qui est idéal pour parcourir les salons aériens toute la journée. Mais donc du coup bien sûr ces personnes logiquement ne choisissent pas des avions qui sont trop loin d'eux, et donc c'est moins adapté du coup à des aéroports par exemple. Il y a d'autres photographes, au lieu d'avoir un objectif, ils préfèrent avoir deux objectifs, pour couvrir du coup plus de plages, sans trop perdre en qualité d'image. Ils peuvent avoir par exemple un 200-500 mm pour photographier à la clôture et en vol, et avoir un zoom à plage courte normale focale comme un 16-80 mm ou un 24-70 ou un 55-200 mm. Donc par exemple pour les avions qui roulent proche d'eux, ou pour les avions au sol lors des meetings aériens pour les musées, ou encore pour faire des photographies à l'intérieur des aéroports éventuellement. Et ce qui est très important aussi pour l'objectif, c'est d'avoir un autofocus rapide, le plus rapide possible. Ensuite, on peut apporter quelques équipements nécessaires comme un trépied et ou un monopode. En fait, il n'y a pas beaucoup d'occasions d'utiliser un trépied réellement, parce qu'en effet, la photographie d'avion, c'est très dynamique. Donc vous devrez pivoter votre buste pour suivre les avions, tester différents angles, marcher, etc., vous déplacer. Donc c'est pas très utile un trépied, c'est un petit peu trop immobile. À la limite, un monopode peut ajouter un petit peu de stabilité sans trop amputer votre mobilité. Ensuite, un pare-soleil, toujours utile contre les reflets s'il y a beaucoup de soleil. Pour les cartes mémoire, vu qu'on va être en prise de vue en rafale, elles vont très vite se remplir. Bien sûr, prenez une marque très fiable comme SanDisk ou Lexar, et choisissez une carte mémoire du coup avec une vitesse d'écriture adaptée pour ne pas brider votre mode rafale. On peut aussi emporter du coup des batteries supplémentaires si la journée est longue, un kit de nettoyage, un harnais ou une sangle à double appareil photo si vous prenez deux boîtiers.
Maintenant, on va voir les réglages pour la photographie d'avion. Pour les réglages, je vais être honnête, c'est pas évident de donner des réglages vraiment types ou les bons, c'est toujours juste des repères, parce que la photographie d'aviation, elle peut se passer à l'intérieur, comme dans les musées par exemple, ou à l'extérieur, et les avions peuvent être en mouvement ou non. Et la météo, bien sûr, elle peut aussi influencer les réglages avec la quantité de lumière disponible, même du coup l'heure de prise de vue. Donc je vais faire de mon mieux. Mais là aussi, j'ai beaucoup plus détaillé cette partie dans mon article, donc n'hésitez pas à aller le voir sur photomaniac.fr. Pour le format de prise de vue, moi je conseille toujours en RAW par défaut, si vous faites du développement bien sûr. Ça permet d'ailleurs aussi de corriger très facilement la balance des blancs au post-traitement et du coup de pas trop se prendre la tête à la prise de vue. Pour le mode de mesure d'exposition. Alors, soit vous voulez exposer pour l'avion, donc vous allez choisir un mode qui couvre une surface adaptée à la taille de l'avion apparente dans le cadre. Donc si l'avion est tout petit, vous faites par exemple le mode spot, et s'il est plus grand, vous pouvez faire par exemple du pondéré central. Soit la lumière elle est très contrastée sur votre scène, dans ce cas vous allez plutôt choisir le mode spot et mesurer pour les hautes lumières dans la scène, parce qu'en photographie numérique, on expose toujours pour les hautes lumières. Soit vous êtes perdu ou pas à l'aise avec ce réglage, ou vous souhaitez exposer l'ensemble de la scène, dans ce cas ça sera le mode le plus large comme le mode matriciel par exemple. Alors pour les modes de mesure concentrés, il faudra probablement bloquer la mesure de l'exposition, puis recadrer et déclencher du coup. Si vous ne bloquez pas la mesure, du coup, elle se fera pas là où vous l'avez faite juste avant, elle se fera là où le point où le collimateur était à la fin. Pour le mode de mise au point, donc la mise au point continue, elle est adaptée pour les sujets en mouvement, donc les avions en vol qui bougent, et la mise au point unique, mode one shot, un truc comme ça, elle est adaptée aux sujets statiques, donc elle est plutôt utile pour les avions posés au sol par exemple. Moi, ce que je vous conseille pour la prise de vue de manière générale, c'est de mettre du coup la mise au point sur un bouton différent du déclencheur, donc sur un bouton dédié on appelle ça, et du coup vous mettez tout le temps en mode continu. Ça permet du coup de faire tout le temps la mise au point en continu tant qu'on maintient le bouton enfoncé, et de bloquer la mise au point lorsqu'on relâche le bouton. Maintenant on passe au temps de pause, très important. Donc pour avoir une photo la plus nette possible d'un avion sans hélice, vous devez choisir un temps de pause assez court, en général entre 1/500 de seconde et 1 millième de seconde, avec un long objectif comme un 300-400 mm par exemple. C'est aussi un bon point de départ en général pour les avions en vol. Bien sûr, ce temps de pause il est ajusté en fonction des conditions météo, donc de la lumière, de la vitesse de l'avion et de votre objectif, donc de sa distance focale. Pour les avions hélices, on vise plutôt un temps de pause plus long, donc entre 1/150 de seconde et 1/25 de seconde, ou encore plus long éventuellement, pour obtenir un bon flou d'hélice. En effet, un temps de pause trop court figerait le mouvement des pales et donnerait l'impression que l'avion est sur le point de tomber du ciel. Pas terrible comme ambiance du coup. Alors ensuite, je vais vous parler du mouvement panoramique, donc toujours dans le temps de pause, vous allez comprendre pourquoi. Donc j'ai déjà écrit un article dédié au panoramique, que je vous laisse aller voir sur photomaniac.fr. Si vous cliquez sur lire le blog et que vous tapez panoramique, vous devriez tomber dessus. J'ai aussi appelé ça effet de filet. Mais pour la faire courte, donc cette technique de prise de vue, elle rendra l'avion net, mais le premier plan et l'arrière-plan seront flous. Alors le principe de cette technique, c'est de régler sur un temps de pause un peu long comme 1/100 de seconde, puis de suivre le sujet, donc pour nous l'avion, avec son appareil tout en pivotant de manière la plus fluide possible son bassin, et en déclenchant du coup en rafale. Et donc pour les avions à hélice, vu qu'on utilise un temps de pause un peu plus long, on utilise souvent la technique du panoramique pour avoir l'avion net, mais les hélices floues. Donc c'est une technique pas facile à maîtriser, je vous le dis. Et en plus, du coup, allonger sur temps de pause, ça implique aussi plus de risques d'enregistrer du flou de bouger. Donc il faut vraiment être très stable. Il faut vraiment s'entraîner, vraiment maîtriser ce mouvement pour avoir des photos réussies. Pour le mode de prise de vue, donc le mode priorité à la vitesse, S ou TV, il va nous être très utile pour changer rapidement de temps de pause et ne pas rater une seule occasion. Il faudra quand même toujours vérifier l'ouverture et je vous conseille de ne pas laisser l'ISO du coup en automatique. Et il faudra éviter que du coup l'ouverture soit trop large, et donc il faudra éviter qu'elle descende en dessous de f5.6 en général. Et ne pas hésiter à augmenter les ISO si l'ouverture est trop large. On a aussi du coup le mode priorité à l'ouverture qui peut être intéressant pour les avions statiques notamment, parce qu'en effet si l'avion ne bouge pas, vous pouvez faire plusieurs essais sans problème, et du coup plutôt vous concentrer sur la profondeur de champ. Au niveau de l'ouverture, on évitera les ouvertures très larges qui rendront les erreurs de mise au point plus visibles. Et une petite ouverture donne plus de profondeur de champ et permet de rentrer plus d'avions dans la zone de netteté acceptable, et c'est donc ce que l'on cherche en général. Il faudra bien surveiller son impact sur le temps de pause. Pour les ISO, donc c'est utile d'augmenter les ISO dans des conditions de faible luminosité pour maintenir un temps de pause court et ou pour éviter que l'ouverture ne soit trop grande. Donc il ne faut pas avoir peur d'augmenter ces ISO avec un appareil récent. Si nécessaire, on peut les augmenter jusqu'à 800-1600 ISO sur APS-C et 1600-3200 sur 24x36. Et enfin, je vous conseille de vous mettre en mode rafale, du coup au moins 7 images par seconde, pour augmenter vos chances d'avoir une bonne photo dans le tas, ou si vous faites même du panoramique. Alors comment photographier les décollages et les atterrissages.
Pour de nombreux photographes, le décollage et l'atterrissage sont des moments clés de la photographie aéronautique. Et c'est compréhensible, ce sont des moments symboliques en aviation car ils sont critiques. Et c'est des points qui ont été très déterminants dans la progression de l'aviation, notamment le décollage. Bien sûr, vous pouvez aussi prendre des photos intéressantes lors du roulage et des manœuvres avec de possibles photos de 3/4. Donc idéalement, vous devez vous positionner pour avoir une vue à peu près de face, donc vous ne pourrez pas être exactement de face, vous serez sur le côté, mais il faut plutôt vous mettre face à l'avion en général. Et donc pour cela, placez-vous pour l'atterrissage à environ un tiers de la piste à partir de l'extrémité de l'atterrissage. Donc en gros, un petit peu après le marquage, ça s'appelle le point cible, en fait, c'est 2 bandes pleines qui sont côte à côte. Donc c'est là où l'avion atterrit. Et donc normalement c'est environ là que l'avion atterrit. Et du coup ça se situe environ à un tiers de la piste d'atterrissage. Donc se positionner, en tout cas viser par là, c'est pas mal. Et pour le décollage, plutôt vous mettre à mi-chemin pour les petits avions et aux 3/4 de la piste pour les gros avions de ligne. En tout cas, viser ces endroits, c'est là que ça va décoller normalement. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast sur la photo d'avion, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à éventuellement aller voir la chaîne YouTube et vous y abonner si c'est pas le cas. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous si ça peut intéresser des personnes que vous connaissez. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'article beaucoup plus complet sur le même sujet, vraiment beaucoup plus complet. Je ne rigole pas, je ne déconne pas. Je crois que l'article fait environ 10 000 mots, donc il y a vraiment de quoi faire. Si vous voulez vous renseigner sur ce sujet, n'hésitez pas à aller sur photomaniac.fr et vous pouvez aussi vous inscrire sur photomaniac.fr à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Donc moi je vous laisse ici à vos photos d'avion et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.